Salut, salut, c'est l'Inquisiteur. Je vous en parle depuis un petit moment de ce codex, Œil de la Terreur. C'était peut-être venu le temps que je vous en parle. Alors, codex Œil de la Terreur, c'est un codex un peu spécial parce qu'il parle de la 13e croisade d'Abaddon, le fléau. Ça a été retcon. Non, on va dire qu'il y a des choses que ça a été écrit, au moins il y a certaines données qui n'avaient pas été encore suffisamment précisées ou approfondies. Donc il y a des choses qui ont dû être modifiées par la suite, surtout avec la campagne de fin d'édition de la 7e édition, Gathering Storm, qui a dû en fait approfondir ou revoir certains éléments qui se sont passés pendant la Deuil de la Terreur. Alors vous entendez peut-être, il y a un chien qui couine dehors, donc j'espère que vous ne l'entendez pas, sinon bah, désolé, pauvre toutou. Pour revenir justement, des toutous, il y en a dedans aussi. Des gros toutous. Donc, c'était une campagne, du coup, de la V3. Donc, ça fait partie de ces codex 1.5. Donc, ceux qui ont une petite barre comme ça. Hein, sinon, vous vous rappelez, les autres codex, comme le codex V3 Space Wolf, sont tout fins. Il n'y avait pas de bordure ainsi. Donc, du coup, je vais faire attention parce que je l'ai acheté à l'époque, hein, toujours. Mais j'ai pas envie de craquer la reliure en l'ouvrant. Donc je vais faire particulièrement attention. Donc ne m'en veuillez pas si j'ouvre pas tout en grand. L'ancienne figurine d'Abaddon. Donc le délire, c'est qu'Abaddon va lancer sa croisade en fait pour détruire Cadia et avoir un accès à l'Imperium. C'est ça à la base le but. Dans Gathering Storm, ils parleront surtout de qui faisaient ça en fait pendant 13 croisades pour détruire les pylônes pour étendre après l'œil de la terreur. À cette époque-là, on n'en parle pas. Je pense que c'est une notion qui est arrivée après. C'était pas d'actualité. Bien qu'il y avait les pylônes qui sont là, les pylônes de Cadia qui pouvaient calmer le warp, et ainsi que les forteresses noires. Mais il faut savoir que le lore Necron a été écrit à la V3. Et d'ailleurs, j'ai fait une vidéo là-dessus que je vous conseille d'aller voir. Et voilà, ce codex-là. Et à l'époque, pas de roi silencieux, pas de dynastie, tout ça. C'était les Cthans sur le champ de bataille, c'était des Cthans en entier, non pas des échardes. Voilà, donc il y avait encore des trucs qu'il n'y avait pas et ça a été approfondi par la suite. Et les pylônes, c'était juste une création en fait Necron qui servait en fait à calmer le warp parce qu'ils se battaient contre les anciens. Et donc les anciens qui manipulaient le warp, eux, il fallait qu'ils puissent amoindrir le truc. Mais c'était pas, il n'y avait pas encore, ça n'avait pas encore été approfondi. On sentait que c'était le truc qui avait permis d'essayer, c'était le plan, s'ils avaient un plan, c'est pas qu'on le connaisse, qu'on voit de séparer le warp du monde réel, pas plutôt de la vraie frontière, qui est plus de transfert, pour couper les anciens de leur source de puissance. Mais c'était pas précisé, et donc là ils avaient mis l'idée des pylônes, mais c'était pas encore sûr que c'était ça, nanana. Et donc tout ça, ça a été en fait du coup approfondi par la suite avec justement la campagne de fin de V7. Alors on revient aux moutons, donc les Eldar qui sentent qu'il y a quelque chose qui fait qu'on veut détruire les talismans de Vol. Les talismans de Vol sont les forteresses noires. En fait, Vol c'est un des dieux Eldar. Il a créé des, justement, je les ai téléchopés. J'ai retrouvé des trucs là récemment. Toujours pas ouvert de l'époque. Forteresse noire, ça c'était le jeu Battlefield Gothic, le jeu de figurines de bataille spatiale. Voilà, à l'époque j'ai la version française du jeu. Bon, voilà, vous entendez le métal là peut-être. Je l'ai jamais ouvert, c'est une honte. Je m'en occuperai un jour, c'est un truc que je revendrai pas, ça je m'en occuperai. Et c'est Talisman de Vol, hein, c'est Forteresse Noire qui était aux mains de l'Imperium et certainement a été chopé par Abaddon. Et donc on sent en fait que les Necrons sont débarqués pour les détruire. Et donc Eldrad Ultran veut en fait essayer de les récupérer en fait. Faut pas dire que c'est une arme en fait faite par le dieu Eldar Vol, histoire de se battre contre les Cthans. Donc, là, on en parle en fait début de l'hérésie d'Horus. On rentre pas dans les détails, on voit que les détails n'ont pas encore été faits. On voit que la trame principale, il y a beaucoup de choses qui manquent de précision, mais ce n'est pas très grave pour le moment. Donc là, on en parle de Cadia, etc., que c'est les meilleurs des meilleurs des meilleurs chefs. Là, justement, on nous parle des pylônes, qu'ils ont tous un réseau différent à l'intérieur, qu'on n'a pas pu aller voir, mais ils ont tous enterré de la même manière, etc. Certains sont détruits,
et tout, tout, tout. Là, on nous parle d'un commissaire qui découvre que les Cadiens, c'est vraiment des oufs, que le plus vieux soldat avec qui a été mis en entraînement, il avait 14 ans. Et tout, et tout. Donc voilà, pour tout ça, ça c'est pour montrer, là c'est là où il y a eu les Cadiens. Vraiment, avant, il n'y avait pas les Cadiens dans le Codex Impérial, tout ça. Et là, c'est là où ça a été mis. Et du coup, on voulait nous montrer que vraiment les Cadiens, c'est un peuple d'élite. C'est là où on va mettre souvent les Kazarkin et compagnie. Donc on nous montre que leur entraînement est vraiment un truc de malade dès le plus jeune âge. Ils doivent savoir, en fait, même, je crois, monter et démonter un fusil avant même de savoir marcher, je crois, ce genre-là. Et là, on nous parle justement des forteresses noires et du tueur de planètes. Alors, le tueur de planètes, je l'ai aussi. En figurine Battlefield Gothic, c'est ça. Le Planet Killer. En fait, si vous voyez, c'est un grand réseau de canons qui fait un énorme faisceau pour détruire, pour en fait péter une planète en deux. D'ailleurs, mon Dieu, j'ai peur, je l'ai pas rouvert, je l'ai retrouvé il y a quoi, il y a 10 minutes juste avant de tourner. Est-ce qu'il est toujours entier? Le plastique là, bien jauni. Voilà, on voit tout de suite. Bon, il n'y a pas de notice à l'époque, hein, il n'y a pas de notice. Et on le voit toujours, je ne vais pas l'ouvrir. On voit toujours les différentes pièces là pour le faire. Ça va être une joyeuseté à peindre. Ou quoi que peindre, brossage. Ouais, non, en fait, c'est le voile. Donc voilà, le tueur de planète d'Abaddon. Pour péter Cadia. Et ouvrir la porte vers l'Imperium, en fait. J'en profite pour montrer les petites raretés au passage. J'ai plus grand chose à vous montrer, hein. J'ai quelques autres trucs de Battlefield Gothic, mais justement je vous montrerai pas là, ils n'ont pas beaucoup d'intérêt par rapport à ce qu'on est en train de faire. Allez, donc on nous parle ensuite de... En fait, il y a dans les guerres spatiales, il y a par exemple, il y a des specials qui sont sortis, et donc ils ont essayé de les poutriner, donc ça arrive souvent, mais là il y en avait de plus en plus, et en fait... ils ont aussi découvert un vaisseau, le vaisseau de Typhus, c'est le Plague Claw, si je me rappelle, ouais, le Plague Claw, voilà. Et du coup, il y a des épaves de navires et tout qui ont aussi à passer les défenses, on va dire, aériennes et aériennes spatiales. Là, par exemple, quand ils ont été affrontés dans le Terminus Est, c'est lui le vaisseau amiral de Typhus. Ils ont été se battre, l'ont vu, ils ont été se battre. Et contre lui, mais en fait ils ont dû faire une retraite et Typhus, comme de par hasard, ils allaient laisser repartir, bon, en fait parce qu'il n'avait pas besoin de les poursuivre, parce qu'en fait ils ont balancé le châtiment des mécréants. C'est une épidémie en fait, qui a buté tout le monde, qui les a transformés en zombies. Et là-bas il y a eu des sectes qui ont commencé à apparaître. La voix de l'empereur, et la voix de l'empereur était dirigée par une personne en capuche avec des pistolets et une épée brisée dans le dos. Donc quand il y a eu une rumeur comme quoi il y avait une monastère sur un gros rocher qui arrivait, mais que les gens n'ont pas eu le temps de s'en préoccuper parce qu'il était débordé partout, finalement ça semble pas si bizarre. Donc là on nous rappelle les croisades noires, en fait qu'il avait essayé plusieurs fois d'aller péter des trucs, c'est comme ça qu'il a récupéré son épée démon draconienne, etc. Et là on nous parle en fait pourquoi les Eldar sont là, parce que Ahriman cherche la bibliothèque. Donc en fait les Eldar ils sont là pour l'établissement de vol, mais dans ce texte-là, il dit qu'ils sont aussi là parce que Ahriman, il est dans la toile et il cherche la bibliothèque interdite partout. Et là, en fait, c'est un petit test qui, en fait, fait que Eldrad va réveiller l'avatar. D'ailleurs, il en est, l'Exarch Scorpion en est fier, mais Eldrad, lui, ça le rend triste de devoir sacrifier un Eldar pour réveiller l'avatar. Et qu'il est en train de chercher du coup la bibliothèque. Et d'ailleurs, il y a un texte à la fin qui nous apprend celui-ci de l'histoire, qui est même un inquisiteur, comment il s'appelle, Cézévac, qui avait pu pénétrer dans cette bibliothèque, qui savait où elle était, et du coup il semblerait que Ahriman ait réussi à le choper, ou alors il s'est vachement bien planqué, je sais pas la suite de l'histoire là-dessus. Mais du coup la bibliothèque existe bien, et même un inquisiteur qui a même pu y aller, il semblerait. Donc, la 13e croisade. Hop. Donc on nous parle en fait du coup des zombies qui popent un peu partout. La trahison de certains camps cadiens. En fait, ils sont super disciplinés, on pensait pas que ça arriverait, mais en fait certains se sont voués au chaos. Donc des renégats gardes impériaux.
Donc toutes les batailles en fait spatiales, on en parle beaucoup parce qu'en fait ouais, les batailles terrestres, c'est nous qui allons les faire parce qu'il y avait une sorte de campagne en fait et on pouvait rentrer. Alors, vous allez me confirmer hein, parce que mes souvenirs remontent, c'était en 2003, 2004 dans ce genre-là. Donc vous allez me confirmer, mais je me rappelle bien, on pouvait rentrer ses scores et tout sur internet et du coup c'est ça qui faisait plus ou moins l'avancée de l'histoire en fait. Comme ils avaient fait un petit peu avec dans Warhammer Battle avec Valten et Archaon. Il y avait un site comme ça, voilà. Là, il y a les Eldar qui ils essayent de pas aller en confrontation avec les gardes impériaux, etc. Ils font leur propre truc. On en a aussi découvert qu'ils avaient quitté pas mal de leur planète. En fait, il y a des trucs bizarres, des Eldar qui se barrent, ils barrent d'où ils y vont. Ouais, il n'y a plus personne. Et il y a des portails Eldar qui ont été fermés. En fait, c'est pour éviter, alors je ne l'ai pas dit, mais on le devine, c'est pour éviter que le chaos puisse entrer dans la toile. Et là, c'est parti. Ça commence, les pilonnements, la destruction de la flotte. En fait, tout se passe sur le fait de l'infiltration du chaos, la maladie avec les zombies de la peste, et en fait la destruction de la flotte impériale. Et à la fin, justement, les sauveurs qui arrivent, les forces qui arrivent au dernier moment, les pylônes qui commencent un petit peu à s'effriter parce qu'il y a une tempête du chaos qui est en train de devenir vachement plus puissante qu'avant. Et donc à la fin, donc la peste de Nurgle, tout ça, l'invasion de Cadia avait commencé. Le petit truc là pour nous dire que Harriman c'est bien un bibliothèque, il a peut-être chopé l'inquisiteur. Et là, on a un petit listing des forces en présence. D'ailleurs, on voit que c'est Space Wolf, vu que là, les collègues Space Wolf viennent de sortir, les 12 compagnies y étaient. Mais c'est pas les seuls à avoir été en masse. Voilà. Et là, on va voir les listes spéciales. La Abaddon était vraiment... Bah, si vous l'avez, ça fait un petit Terminator sympa, mais Abaddon était vraiment tout petit. Hein. Ah oui, donc on nous confirme plus ou moins aussi qu'Abaddon, à ce moment-là, c'était en fait un clone d'Horus. Donc là, on nous invite clairement à la conversion dans ce codex. Il y a carrément toute une faction des renégats, qui est basée sur des conversions. D'ailleurs, ils vendaient une sorte de kit de conversion à l'époque. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que quand l'œil de la tour s'est plus ou moins ouvert, la 13e compagnie en est ressortie. Alors, ils vendaient plus comme une compagnie entière, mais plus comme des morceaux. Donc, il peut y avoir plusieurs seigneurs loups et compagnie. Et pas juste les Wulfen. Ça c'est Redcon. Maintenant, il n'y a que les Wulfen qui sont en fait, tout le monde est devenu Wulfen dans cette compagnie. Là, en fait, il y avait autre chose. Donc, il y avait des Wulfen, mais pas que. Donc, on avait des loups fenriciens. Donc, c'était encore les loups funestes vampires, ça. Hein, ou même des loups gobelins aussi. Je crois que c'était les mêmes à l'époque. Et quelques petites unités. Bah, les Wulfen, alors, ça, c'est le truc. C'est là, mon armée contre vampire et mon armée Wulfen. Je sais pas, sont partis, j'ai retrouvé deux trucs. Un truc, je t'ai déjà montré. Une boîte inutilisée. Bon, je suis content de les avoir, mais c'est mes derniers Wulfen. Je sais où est mon armée, j'en sais rien. Ça, c'est parti en déménagement. Et j'ai retrouvé en même temps que Battlefield Gothic, une boîte de griffes tonnerre de la 13e compagnie. Donc, pas des griffes sanglantes. Parce que forcément, hein, ils sont tous très vieux, donc forcément tous de l'expérience. C'est plus des recrues. C'est plutôt, en fait, c'est ceux qui sont uniquement basés sur le CAC. Et jamais ouverte. Voilà. C'est un petit reliquat. Parce que ça, forcément, cette truc-là, on ne peut plus l'avoir. Et je ne me rappelle même plus qu'ils avaient fait une boîte spéciale pour eux. Lui, je l'avais aussi, mais bah, il n'en s'oublie plus. Donc, la 13e compagnie. On montre aussi les différents schémas de ceux qui sont là. Ah oui, aussi la V3, c'était donc le codex SMC qui avait fait sortir le Defiler. Je sais plus c'est quoi maintenant son nom, le crabe, mais voilà, le Defiler qui est sorti à ce moment-là. Hop, et on pouvait aussi le jouer du coup avec les égarés et les damnés. Donc les gardes renégats, des mutants, donc il y avait une petite grappe de mutation pour les faire. On pouvait prendre aussi des rejetons du chaos de Warhammer Battle, etc. pour en faire. Tac, donc ça, il nous montre l'œil de la Terre, les différentes planètes, etc. Et puis là, on va revenir sur les listes. Ils sont assez intéressants, moi je trouve. Ah non, il y a encore... ah oui, Usakard, Creed, qu'on voit là. La figurine, je me demande si elle n'est pas sortie à cette occasion d'ailleurs. Les Cadiens avaient aussi une sentinelle avec une arme différente. Donc, du coup, les Eldar, ils avaient, Uldo avait une liste spéciale, mais qui va être super rapide. Ouais, c'est juste qu'ils avaient des troupes, des gardiens noirs en fait, et qui sont juste, si c'est une unité de tir, son meilleur tir, c'est une unité de cac, son meilleur cac, etc.
Donc là, ils nous montrent comment convertir en prenant des katachan et autres. Voilà, ça c'était les grappes de conversion de mutants. Pour faire ça. Ça, c'est clairement une pince, je crois, soit d'un prince démon, genre Azazel, ou alors de gardien des secrets de l'époque, je sais plus. Voilà, donc on parle tout un truc de conversion, plutôt sympa. Les personnages célèbres, donc Ahriman, Abaddon, Typhus. Cette figurine, elle venait de sortir à l'époque. Moi, je trouve toujours aussi belle. Donc l'Avatar, Eldrad, Mogenra, donc ancienne figurine. Azrael, ancienne figurine. Usaka et Logan, aussi des anciennes figurines. Donc là, on nous parle de l'œil terreur, comment on fait de nos parties, etc. Je vais pas m'éterniser dessus. En fait, on nous parle comment on sert des listes et en fait de quel codex on a besoin pour les faire. Voilà, donc 13e compagnie. Assez intéressant, la marque du Wulfen avait été changée. En fait, si on la mettait sur le Seigneur Loup, les Wulfen devenaient des troupes. Et donc, du coup, en fait, c'était comme des lignes. On pouvait du coup en avoir 6 unités. Et, vous comprenez, c'était mon cas. Donc, voici ce qu'on pouvait jouer. Les trucs, les Astérix, c'était le truc du codex Space Wolf ou Space Marine s'il y avait. Et voilà ce qu'on avait. C'était pas grand chose, c'était suffisant. Vraiment, en fait, j'avais un Seigneur Loup, un Prêtre des Runes et du Wulfen, du Wulfen, du Wulfen, du Wulfen et du Wulfen. Donc voilà, Prêtre Rune, Prêtre Loup. Le Prêtre Rune avait un sort différent. Moi je sais que ça avait pas mal étonné mes adversaires à l'époque, surtout dans les tournois que j'avais joué, c'était pas habitué à ça. En fait, normalement on avait un sort de tempête, en Prêtre des Runes, et là c'était le sort portail. Et en fait, ça permettait de... on ouvrait un portail quelque part, et nos unités pouvaient en sortir. J'avais aussi pas que du Wulfen, j'avais pas que du Wulfen, hein, mais principalement du Wulfen. Et donc du coup, on pouvait sortir du portail, c'était vachement surprenant pour notre adversaire. Donc les meufs de Griftonner. Donc voilà, les tueurs gris, hein, non pas les chasseurs gris, mais les tueurs gris, pour faire un peu la différence. Je devais sûrement avoir une boîte aussi à l'époque. Donc les loups fenriciens, les motards Griftonner et les meutes de l'Ancron de la 13e compagnie. Bon, en gros, ça changeait pas grand chose, c'était des Ancrons normaux. Bon, en tout cas, il n'y a pas de boîte à eux, quoi. Les troupes d'assaut cadiennes. Donc là, on nous dit qu'il y a deux styles de trucs cadiens. Il y a les cadiens, en fait, qui se battent aussi ailleurs, donc ils peuvent avoir des ogrines, etc. Et là, on nous parle vraiment des cadiens qui sont sur la planète. Donc, c'est une liste un petit peu plus resserrée. Mais vu qu'ils sont à côté de la ils ont aussi des psykers qu'on peut mettre dans les unités, les psykers assermentés. C'était un truc nouveau. Ils avaient des pouvoirs, en fait, en début, on lançait un dé par psyker. Regardez quel pouvoir il avait. Et si tu tombes sur 1, bah, t'es mal, t'as pas de pouvoir. Donc c'était vraiment, comment dire, gadget. Hein. C'était genre, au cas qu'on fait, si t'as vu le 6, tu pouvais faire du mal sur les... faire un dégât par exemple sur un véhicule. Le feu psychique, force 3 qui ignore les sauvegardes d'armure, ça peut aller, mais force 3, donc ça va pouvoir faire du mal à passer, etc. Donc c'est pas grave, ça rajoutait du fun, c'était plus RP qu'autre chose. Donc les QG de compagnie, donc en fait on peut avoir 2 escouades d'armes spéciales qui comptaient dans le total d'armes lourdes de l'époque. Parce qu'on peut avoir que 5 unités d'armes lourdes, je crois. Et donc, on peut donc 2 d'armes spéciales, non pas d'armes lourdes. Voilà, fuseur, tout ça. Kazarkin en troupe. Les pelotons de cadets. Alors ça, c'est les cadets. En fait, il y a marqué 2-5 escouades, mais en fait, ça faisait une seule unité. En fait, ils ont juste séparé. C'était pour les équipements. Et en fait, bah, tu peux avoir jusqu'à 50 mecs. Unité de 50 mecs. Pas séparé, hein. C'était vraiment ensemble, une seule et grande unité. Donc là, on parle du sacral avec Usakral Creed et son sergent-major, Yarenkel. Et là, des égarés des années. Alors ça, c'était assez rigolo. Donc, c'est pour jouer une armée de mutants, en fait. On pouvait carrément faire même une armée que de zombies de la peste. Il y a même un truc spécial. Ça qui était intéressant. Donc là, les champions Mines du chaos. En fait, on 0,3 champions qu'on pouvait mettre dans les unités. Un peu comme les gardes-loups du codex Space Wolf V3. Donc voilà, qu'on pouvait en gros les détacher à des unités spéciales, sans que ce soit des personnages indépendants pour autant. Voilà, c'était donc les renégats, donc ça c'est plus ou moins des gardes, et les mutants, et c'est rigolo, on peut leur mettre une bénédiction d'un des dieux, ici. Peut-être vous l'approchez, je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Et en gros, là, il y a une petite note qui dit que si on veut faire des zombies de la peste, bah ok, tu prends le truc Bouffi, donc marque de Nurgle, plus 3 points par figurine, sauvegarde d'armure de 4+, au lieu de 5.
Et par contre, si tu veux en faire des zombies de la peste, tu mets aucune arme. Ils ne peuvent pas être commandés, ils ne peuvent pas avoir de chef. Mais par contre, ils sont sans peur et réussissent tous leurs tests, nanana. Ils ne peuvent pas être bloqués, etc., etc. Et ils se déplacent toujours comme un terrain difficile parce qu'ils ont une démarche titubante. Petit truc RP, ça qui fait plaisir. Ça manque un petit peu dans le jeu actuel qui est trop en mode équilibré à tout prix. Des chiens du chaos, les enfants du chaos. Là, si vous voulez t'amuser à faire de la conversion, même le codex t'encourage à en faire. C'était vraiment le pied. Et là, Ulve, donc Ulve, il n'y a pas grand chose. Je n'ai jamais vu. Je sais pas si c'était vraiment jouable ou pas. Donc en gros, c'est là où on a eu la lance de Ken qu'on s'est déprécié un petit peu modifiée. Parce que Ulve avait déjà une liste dans le codex V ce monde qui a dû paraître avant d'ailleurs. Et là, voilà, c'est très rapide. On dit juste escouade de gardiens noirs défenseurs, ils ont C7-4. Et il y a un ordre de choc, ils ont C7-4. Et pareil pour les autres trucs. On peut avoir qu'une seule unité d'aspect. On peut avoir qu'une seule escouade de Banshee, soit une seule escouade de Vengeurs, ou Dragon de Feu, Scorpion, etc. Ou d'Aigle Chasseur. Et ils avaient un truc, c'était le portail. Alors, il fallait absolument le prendre. En fait, le mec qui le portait pouvait du coup le mettre n'importe où. Et ça faisait popper un portail warp. Et du coup, toutes tes unités pouvaient en sortir. Tu étais mis en réserve. Parce qu'on devait au moins mettre la moitié en réserve. On était obligé. Donc, tu ouvres le portail et boum. Si le mec qui portait le portail se faisait buter avant, le portail serait automatiquement à l'endroit où il était mort. Et du coup, ça pouvait faire des surprises. Les mecs en moto ne pouvaient pas porter le portail. Et voilà. Donc, c'était un petit codex bien sympa qui essayait de prendre en compte les nouvelles données de l'époque, surtout par rapport au Necron avec les pylônes, etc. On nous avait redonné, comment dire, un truc narratif à faire entre nous. C'est nous qui faisons nos scénarios. Et on pouvait, il y avait tout un vote dwarf aussi à l'époque. Et on enregistrait nos résultats. Et du coup, on avait l'impression de faire avancer l'histoire. Donc la croisade noire, du coup, à la fin, elle avait échoué. Dû au résultat des joueurs. C'était le début Internet, hein, vraiment. Quand Internet de masse, on va dire. Et du coup, ça a été très très sympa. Pour moi, ça a été un coup de cœur, tout simplement, parce que je jouais plein de loups-garous. Et moi, je suis un fan de loups-garous. Pour vous dire, dans Skyrim, je prends loup-garou. Vampire, je me suis amusé avec, mais je prends des loups-garous. Voilà, je suis un fan de loups-garous. Et mon jeu de rôle préféré, c'est loup-garou. Pas le jeu loup-garou de machin truc, là. Le jeu comme Vampire, la Mascarade. Il y a un jeu de rôle loup-garou qui est génial, je vous le conseille si vous n'avez jamais essayé. Donc pour moi, c'est un petit coup de cœur, comme tous les codex narratifs qu'on a pu avoir à l'époque. Égaré Renégat, moi je trouvais ça super fun. Et puis ça développait l'histoire et surtout on participait à l'histoire. Donc ça c'était vachement sympa. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez participé à cette campagne à l'époque. Allez, sur ce, soyez purifiés.